Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie des vidéos de fin d'année. Ici, on va parler des meilleurs films de fin d'année dans un top 20, parce que pour le rappeler, j'ai vu 300 films cette année. Donc du coup, comme c'est l'année où j'ai vu le plus de films alors que le cinéma était le plus souvent fermé, et c'est l'année où je vais faire le top le plus lourd que j'ai jamais fait. Du coup, ça va être plus long, ça va être totalement subjectif, ce n'est pas les meilleurs films de l'année objectivement, c'est les films que j'ai préféré. Je profite également que cette vidéo soit vue, l'une des séries de vidéos les plus vues sur ma chaîne chaque année, pour faire la pub de mon documentaire Hommage à Gaspard Noé que j'ai sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, si le bonhomme vous intéresse ou pas, vous pouvez apprendre des trucs et passer un bon moment. Sur ce, je compte sur votre indulgence, je compte sur votre esprit critique, et on va commencer le top 20. Bien sûr, même si c'est un top 20, il y a quelques mentions honorables, ils vont être entre la deuxième et première position comme d'habitude. Comme ça vous spoil pas l'entièreté du top. En 20e position, Lucy in the Sky de Noah Hawley. This is not a drill, cadet. Grab your stuff. What are you doing? With her, I'm officially beginning to worry. You're acting so strange. I'm good. All systems go. What's it like up there? Only place where anything makes sense. I hear that. J'en ai fait une vidéo critique que je trouve assez encore pertinente encore maintenant. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si mon avis vous intéresse. Je vais en revenir très succinctement sur le film. Ça a été le premier film que j'ai vu en 2020 et j'avais déjà dit que c'était un film qui m'avait beaucoup plu. Bizarrement, il se retrouve 20e position parce qu'il y a eu des choses incroyables qui sont survenues cette année. Mais je vous encourage encore à aller voir Lucy in the Sky qui, là, je suis en train de voir son critique se tape une moyenne de 5. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé ce film. C'est avec Nathalie Portman, Jon Hamm, c'est un duo assez bon et qui sonne vraiment très sincère à l'écran. Ça parle d'espace sans forcément y aller. Il y a plein d'idées de mise en scène, et je me rappelle de Nathalie Portman en train d'avancer rapidement dans un couloir qui défile encore plus rapidement qu'elle. Enfin, il y a plein d'idées visuelles, il y a plein de poésie, il y a plein de manières de mettre en scène qui m'ont beaucoup plu dans ce film. C'est pas parfait non plus, c'est même assez imparfait à certains endroits, mais je trouve que c'est un film qui emmène, qui a un sujet qui arrive à atteindre son but sans forcément passer par des facilités qu'on a déjà vu autre part. Ça parle d'une chose sans forcément y aller. Enfin, ça prend plein de détours, plein de virages auxquels je m'y attendais pas. Et c'est pour ça que Lucy in the Sky résonne encore en moi en cette fin d'année, alors que je l'ai vu il y a un an. 19e position, La Traque. 너가 살던 세상이 아니야 여기는. 아무도 도와주지 않아. 어디에 있든 벗어날 수 없어. Film réalisé par Yoon Sung-yoon. C'est un film qui est sorti directement sur Netflix dès la semaine où le confinement a été annoncé et s'est appliqué. Donc c'est un des premiers films que j'ai vu durant le premier confinement. Et c'est un film qui, au départ, est un film de braquage durant la première heure, parce que c'est un film qui dure 2 heures. La première heure est un film de braquage hyper tendu, où on peut mixer du Ocean's 11 et du Good Time par les frères Samedi, on peut mélanger les deux. Tout ça avec la beauté et la maestria visuelle des films coréens, hein, ça c'est habituel. Et après ça part sur un film de survival, revenge movie. C'est une inspiration à la Terminator où un mec avec une grosse mitrailleuse doit poursuivre les braqueurs pour se venger. Ça part dans 2 genres différents en 2 heures. Je sais pas si j'en ai parlé, en tout cas si vous en avez parlé, n'hésitez pas à regarder dans la description, j'aurais mis un lien de quand est-ce que j'en parle. Mais sinon, La Traque ou Time to Hunt en anglais, c'est un film coréen que je vous recommande et l'un des meilleurs de cette année, parce que je trouve que visuellement ça apporte beaucoup de choses, dans ce qu'il raconte c'est très tendu et il y a beaucoup de suspense, et en termes d'acting, etc., c'est vraiment très parfait. Voilà, c'est un des seuls films que je peux vous recommander sur Netflix qui est sorti cette année, dans le sens où c'est un des films qui m'a le plus surpris, notamment pour cette ambivalence dans les genres, et dans la sympathie que j'ai pour les personnages, même si c'est des sacrés malfrats. En 18e position, vous vous souvenez quand j'ai dit dans le flop que j'allais parler d'un film qui a vraiment été dégommé par la critique et par les gens, et qui serait dans mon top, bah, c'est celui-là.
Guys like you own this place $10 million. Maybe I can get him to talk. He's gonna go on a rampage. We made a promise. Someday we was gonna make it big. C'est Capone de Josh Trank. Contrairement à toutes les autres personnes qui l'ont vu, j'ai vraiment adoré Capone. C'est pour moi l'un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année, un des films que j'ai préférés, parce que je trouve que Tom Hardy joue formidablement bien, et je comprends pas pourquoi les gens disent qu'il cabotine. Je trouve que Josh Trank a quelque chose à raconter, à filmer cette décadence physique, cette vieillesse, cette vie post-mortem. Il y a un esprit assez malsain, assez dégueulasse qui ressort de ce film, et ça c'est vraiment le genre de truc que je m'attendais pas à voir, et que quand je l'ai vu j'ai été agréablement surpris. Il y a des moments de poésie avec une musique que je trouve vraiment formidable. La photographie, je la trouve vraiment superbe. Pour ce qu'elle veut faire, elle est vraiment superbe. Pour moi, Capone, c'est un des plus gros gâchis qu'il y a eu cette année en termes de critique, en termes de format de sortie. C'est un film qui devait sortir au cinéma et non pas que en VOD. Finalement, il est sorti en VOD et c'est comme ça, hein, mais voilà, Josh Trank a quelque chose à proposer, il s'en ressort plutôt bien. Enfin bref, pour résumer très vite fait, Josh Trank, j'ai beaucoup aimé Chronicle. Les 4 Fantastiques, ça me dérange pas, je trouve que les 3/4 du film sont vraiment super et que c'est juste le climax, production, studio qui me dérange. Et là, Capone, je trouve que Josh Trank a quelque chose à raconter. Il essaye de métaphoriser cette ambiance de merde qu'il a eue avec les studios d'Hollywood, avec ce Al Capone en pleine déchéance et en pleine mort. Enfin bref, il y a un symbole de son réalisateur sur l'œuvre qui me fascine. Il y a une mise en scène, il y a une histoire qui me fascine derrière. Enfin bref, Capone, pour moi, ça a été une excellente surprise cette année. En 17e position, un film qui s'est beaucoup vu dans le top 3. Finalement, j'ai beaucoup rabaissé en y repensant, même si je trouve que le film est toujours aussi bon. C'est Gretel et Hansel de Oz Perkins. To see what is hidden and to take it. We were given the same gift, the same magic. What did you do with him? All that is left is to make him. Delicious. Gretel et Hansel, c'était un des films que j'attendais le plus cette année. Finalement, j'ai eu la déception de voir que le film n'est jamais sorti en France, que ce soit en VOD, au cinéma, etc. Donc du coup, vous vous doutez bien de ce que j'ai fait pour le voir. Et c'est un film d'horreur qui reprend le mythe de Hansel et Gretel, sauf que là, Gretel passe en avant de Hansel, là où normalement c'était le héros masculin qui passait avant dans le conte et dans les autres films. Donc c'est un film assurément féministe. Et ça propose également beaucoup de choses en termes dans le genre de l'horreur. Ça essaie de révolutionner ou d'améliorer certaines choses, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On a des plans vraiment très très beaux. On va partir après sur de la caméra épaule avec un objectif grand angle. Enfin bref, il y a un effet, j'ai envie de dire presque post-Ari Aster, post-Robert Eggers, que j'aime beaucoup dans ce film de Oz Perkins, qui au départ était pas un très bon réalisateur. Je me souviens d'un film que j'avais vu sur Netflix, je sais plus le nom que c'est, mais l'affiche c'est une femme qui se tourne le dos, enfin bref. Il y a ça que j'avais pas aimé de Oz Perkins, et aussi February avec Emma Roberts, il me semble, qui était pas aussi un excellent film, bien que assez moyen. Là, Gretel et Hansel, je trouve qu'il s'en sort vraiment plutôt pas mal. Après, il y a Sophia Lillis qui campe le premier rôle, qui est vraiment très surprenante. Il y a le rôle de la sorcière, je sais plus c'est qui le joue, mais la sorcière, elle fait vraiment peur, que ce soit graphiquement ou même dans ce qu'elle raconte et dans ce qu'elle fait vivre au personnage. Et il y a un chef opérateur derrière qui rend toutes les images vraiment sublimes et arrive à instaurer une ambiance rien qu'avec la photographie. Donc Oz Perkins n'est pas le seul attrait du film, mais tout ce qui entoure Gretel et Hansel, je trouve que c'est presque de la perfection pure. Mais il y a certaines maladresses dans la réalisation que je ne citerai pas parce que je m'en souviens plus, mais je me souviens qu'il y a quelques petits trucs qui m'ont fait tiquer, et c'est en me remémorant ces petits moments où je me suis fait que il est descendu dans le top. Mais ça reste un film à ne pas manquer cette année. En 16e position, ADN de Mai Wen. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non. Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir.
Ma mère, elle est 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah. Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Je veux pas que tu te résignes. Je veux pas que t'aies peur. Mais c'est raté, j'ai peur de toi. En un mot, sans rire, tu peux être fier de moi, Émir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN. Aden de Maïwenn, je l'ai découvert au Festival de Deauville. Et ça joue beaucoup sur mon appréciation du film, j'ai l'impression. J'ai pas eu la chance de le revoir parce qu'il est sorti la veille du reconfinement, donc j'ai pas eu le temps et la chance de le revoir. Tout ce que je peux dire sur ce qui m'a marqué, c'est que le film m'a fait chialer presque les 1h30 de film, parce que c'est un sujet qui, non pas qui me touche ou que je vis, mais c'est un sujet qui, par certains attraits, notamment la perte d'un pilier de la famille, etc., là, me touche beaucoup. Tout ce qui est enquête de nationalité, machin, ça me touche pas, hein. J'en ai presque rien à foutre, mais j'ai pas besoin d'appartenir à un pays ou non. Enfin, là, je suis en France, mais voilà, j'ai envie de partir, habiter loin, et à chaque fois de changer, parce que j'aime pas avoir ce sentiment d'appartenance à quelqu'un ou à quelque chose. Mais le sujet de la perte de quelqu'un dans la famille, machin, là, ça me touche. Donc tout ça, ça me touche. La dispute avec la mère, avec Fanny Ardant, me touche. Enfin bref, c'est un film qui, dans son réalisme, dans ce qu'il raconte, arrive à faire sortir des émotions en moi. Hormis ça, je vois que le film se fait beaucoup cracher dessus. Tous les souvenirs que j'en ai, c'est des bons souvenirs, parce que moi, j'adore Maïwenn, je kiffe l'actrice, je kiffe la personne, enfin bref, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, notamment par le fait qu'elle joue la diva Pava Laguna dans le 5e élément, donc je suis attaché à elle, à ce personnage, etc. Donc du coup, mon appréciation envers la personne augmente, hein. Je trouve qu'il y a un capital sympathie assez intéressant, même si elle dit beaucoup de conneries. Enfin bref, je suis attaché à elle, j'ai été à Deauville, j'étais au premier rang, elle était en face de moi, j'étais déjà sous l'émotion de voir pour moi, ce que je considère comme étant une grande personne en face de moi. Ensuite, j'ai vu son film, j'étais dans l'euphorie générale de cette fin de festival, parce que c'était un des derniers jours. Enfin bref, il y a tout le contexte de visionnage qui joue, je pense, sur mon avis. Ça n'empêche que dès qu'il ressortira en cinéma, n'hésitez pas à aller le voir pour vous faire un avis, parce que même s'il peut avoir des imperfections, c'est loin d'être un mauvais film. Et Maïwenn n'en fait pas de mauvais films, parce que déjà, rien que dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle raconte, et dans ce qu'elle fait jouer à ses acteurs, qui sont tous extraordinaires, elle arrive à faire quelque chose de très propre, de très clean. 15e position, un autre film que j'ai découvert à Deauville, mais sauf que là, il était en compétition, et je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, machin, donc je préfère le mettre maintenant pour vous en parler. C'est Giants Being Lonely. Tout comme Maïwenn, etc., j'ai fait une chronique vidéo quand j'étais à Deauville où j'en parle à chaud et post-séance. N'hésitez pas à aller la voir pour avoir mon avis sur le moment. Mais Giants Being Lonely, c'est un film qui s'est fait beaucoup critiquer aussi à Deauville et qui a été assez mal aimé par les gens. Et j'étais parti pour le détester. Ça raconte l'histoire, et encore même ça va être compliqué de résumer. Ça raconte l'histoire de deux amis, deux personnes, deux adolescents, qui font du baseball dans un club, et qui se voient assez oppressés par leurs parents, par la vie autour, et qui vont finir par craquer. Pas sûr que c'est ça que ça raconte, parce que je retiens pas l'histoire en fait quand je regarde ce film. Je retiens le bordel scénaristique qu'il y a derrière. Parce que les 20 premières minutes, même 30 premières minutes sur ce film qui dure 1h21, c'était le film le plus court de la compétition avec Shiva Baby. Et sur ces 1h21, les 30 premières minutes, je les ai détestées à l'instant. J'ai trouvé que ça racontait rien,
que ça partait dans tous les sens sans vraiment avoir de scénario et de sens. Et je n'arrivais pas. Et franchement, j'ai eu un visionnage, ces 30 premières minutes, j'ai eu l'impression de voir Make to My Love. À quel point c'était pour moi détestable. Et ensuite, le film, sans vraiment changer de ligne éditoriale, sans vraiment changer de réalisation, intérieurement, je me suis mis à comprendre sur quoi j'allais aller. Et c'est là où arrivent les 15 dernières minutes. J'ai commencé à sentir quelque chose arriver en moi, un certain élan de compréhension, un certain élan de « oh putain !» Et le film a résonné en moi pendant toute la suite du festival. Comme quoi, je voulais que ça soit lui qui gagne, tellement ça m'a emmené dans un moment qui m'est indescriptible. Comment vous dire ? C'est un mélange entre du Xavier Dolan et du Nicolas Winding Refn. Et j'ai juste envie de vous dire ça. J'ai pas envie de vous spoiler la fin, j'ai rien envie de vous dire de plus. Mais ce mélange, qui au départ m'a semblé détestable, alors que j'adore les deux, m'a semblé détestable, à la fin, ça m'a éveillé et je me suis dit, ok, ça, c'est le genre de film que j'aime. Et ça, c'est le genre de film que j'ai envie de faire. Donc voilà pourquoi je mets ce Giant Being Lonely de Greer Patterson dans ce top. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, je ne sais pas quand est-ce vous pourrez le voir. J'espère qu'il sortira en salle de cinéma pour que des gens qui n'y connaissent rien dans ce film soient tout aussi surpris que moi ou le rejettent, parce que je comprends qu'on puisse rejeter ce film. Mais ça a été pour moi un excellent moment, parce que ça a été un moment très original en salle. C'est un moment que j'ai jamais eu à vivre autre que ce film-là. 14e de ce top, 1917. We will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. J'ai décidé de vous montrer les Blu-ray, les DVD, machin, des films que j'ai achetés pour soutenir aussi le support physique. Donc si vous avez aimé des films cette année, n'hésitez pas à les acheter. Voilà, vous pouvez les trouver pour pas cher en plus. Donc là, ce 1917 que j'ai revu récemment en 4K. 1917, c'est un film qui était largement aussi prévu pour être dans le top 10 et finalement je me suis un peu moins hypé sur le film. C'est un film que je trouve très intéressant de par le plan séquence, de par la maîtrise. Le tout forme un truc de très agréable, de très sympathique. Pour moi, ce n'est pas un grand film, mais je trouve que le moment que j'ai passé au cinéma à le découvrir pour la première fois va me rester dans la tête tellement j'ai été dans le film, j'ai été investi, j'ai été cueilli par la mise en scène, par la réalisation, par les acteurs, par les personnages et par cette maîtrise qui est derrière. Enfin bref, pour moi c'est pas un film parfait, c'est pas un grand film du tout, mais je trouve que l'instant, le moment quand tu découvres ce genre de film au cinéma, c'est ce genre de moment que je recherche et que je n'ai plus en ce moment avec la fermeture des cinémas, parce que c'est vrai que le redécouvrir même en 4K sur une télé, ça m'a un peu déçu parce que j'avais pas eu cet effet de surprise, j'ai pas eu ce happement, ce réalisateur qui t'attrape en passant sa main à travers l'écran pour justement te dire vas-y viens, rentre dans mon film. Je le mets pour le moment, je le mets pas forcément que pour le film, même s'il est très bon, excepté le fait que ça soit un grand chef-d'œuvre, mais c'est un film qui te capte dans l'instant où tu vas le découvrir. Et ça, c'est le genre de truc que je recherche, c'est le genre de trucs qui me font apprécier une œuvre. Et 1917, je l'apprécie grâce à ça. Et je pense que je vais me remémorer cette séance de cinéma où j'ai été happé toute ma vie, parce que c'est le genre de film qu'on n'oublie pas. 13e position, Adieu les cons de Albert Dupontel. Madame trapée dans toutes les bruines à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Alors celui-là, il est en 13e position parce que il est très récent. J'ai pas eu le temps peut-être de le remater ou d'y repenser plus que ça. J'étais assez pris par tous les événements qui sont arrivés après, donc je pense qu'il n'est pas tombé dans l'oubli, mais j'ai arrêté de me concentrer sur ce film. Mais je pense qu'il a le potentiel d'être un peu plus haut quand même. Adieu les cons, c'est le genre de film que de base je trouve ça sympathique, mais comme c'est Albert Dupontel, je trouve ça extraordinaire. Comment vous dire ? L'histoire aurait pu être racontée par Danny Boone. Je sais pas si vous voyez, sauf que Danny Boone aurait pas mis toutes les sens et tous les messages de Dupontel dans ce film qui font que le film me touche, moi et d'autres personnes aussi, parce que Albert Dupontel a un franc-parler qui va
introduire dans ce film et te balancer un « Adieu les cons » en titre. Et ce « Adieu les cons » résonne dans cette période très particulière et assez détestable comme un message à une entité qui s'appelle le gouvernement en haut, encore plus après les événements qui s'est passé juste après la sortie du film. C'est un film qui avait un très gros potentiel blockbuster au cinéma et qui finalement s'est vu couper. Et là, c'est un peu Albert Dupontel qui répond ouais, adieu les cons, niquez-vous quoi. Tout ça résonne dans ce film et du coup, moi qui est très proche de l'opinion politique d'un certain Albert Dupontel, bah, c'est un film qui me touche beaucoup. Après que vous ne soyez pas dans cette opinion politique, je pense que le film peut tout autant vous plaire parce que bah, il est drôle, il est touchant. Je pense à cette scène où ils vont voir un vieux en pris d'Alzheimer qui va se remémorer toute sa vie. Et ça, je trouve ça formidable. J'ai versé une larme très sincère et très belle pendant ce moment-là au cinéma, mais aussi par sa fin, cette fin entre le pessimisme et la poésie. Pessimisme, poésie et beauté humaine, c'est ce qui résume Albert Dupontel et c'est ce que je retrouve à chaque fois que je regarde un de ses films. Et là, dans Adieu les cons, c'est une sorte de melting pot entre tout et ça m'a vraiment beaucoup touché. Je comprends qu'on reste en dehors, mais pour moi, c'est un très grand film français. 12e position, Play de Anthony Marciano. Comment je vais la flic ? Anthony Marciano, c'est celui qui avait réalisé Les Gamins. Et oui, pour pas que j'oublie, voilà, le DVD de Play, n'hésitez pas à l'acheter, parce que c'est le seul format auquel vous pouvez le trouver. Hein, il n'y a pas d'édition Blu-ray et c'est bien dommage. Play, c'est le film feel good pour moi de cette année. Et encore, je dis ça dans mon opinion personnelle, parce que beaucoup le trouvent triste, beaucoup trouvent que c'est un film qui fait pleurer, etc. Et alors que moi, je trouve que c'est un feel good parfait. Ça me fait pleurer, mais parce que je trouve que les moments que je vois sont beaux et non pas tristes. Et en plus, dans cette période de confinement où on peut plus se retrouver entre amis, machin, le film résonne encore comme quelque chose d'un autre temps, et comme si ces événements, même s'ils se passent il y a 20-30 ans dans le film, et bah, résonnent comme encore plus lointains. Donc il y a eu un double sens qui s'est fait avec Play pendant le confinement, pour ceux qui l'ont découvert pendant qu'ils étaient bloqués chez eux, qui est encore plus impressionnant. Non, ce Play, pour moi, c'est une ode à la vie, c'est une ode à l'amitié, c'est une ode aux relations humaines, et c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui me touche beaucoup, c'est un film qui, malgré toutes ses imperfections, parce que le film est imparfait, hein, il y a une écriture très barlourde à certains moments, il y a une écriture qui n'est pas très subtile à d'autres moments, enfin bref, il y a des choses très imparfaites, mais est-ce que cette imperfection ne résume pas la vie ? Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce Play, c'est que c'est une ode à la vie, c'est une ode à tout, et moi ça me touche, tout comme ça peut toucher votre mère de 40 ans, tout comme ça peut toucher votre grand-père de 80 ans. Enfin, pour moi, c'est un film intergénérationnel, alors qu'il y a presque qu'un casting de mon âge, de 20-30 ans. Enfin, pour moi, c'est un film qui marquera l'histoire des films français et qui va vraiment être propulsé comme un bond temporel dans quelques années. C'est le genre de film bientôt culte, qu'on a plus beaucoup la chance de découvrir au cinéma et qu'on va bientôt passer à des films cultes sur streaming, et c'est bien dommage. Je sais pas si vous avez vu, mais j'essaye d'être très rapide parce que plus beaucoup de temps, plus beaucoup de batterie, et pas envie de vous faire endurer 1h30 de vidéo. 11e de ce top, un film d'horreur, contrairement à ceux que j'ai pu mettre dans le flop, The Vigil, qui est pour moi le meilleur film d'horreur de cette année. Madame Litvak, Une tasse de thé. Quelque chose hante cette maison. Faut qu'on s'en aille maintenant. cette chose va vous empêcher de partir. C'est quoi qui va m'empêcher de quitter cette maison? Le Mazik, au bout de 5 minutes, vous fera revenir au rampant. Le meilleur film d'horreur mainstream de cette année, dans le sens où un concept original, une réalisation très intimiste, une façon de mettre en scène l'horreur très cinéma indépendant américain, le tout dans un film qui est fait pour toucher tout le monde et être mainstream. Enfin bref, pour moi, c'est un mélange parfait de plein de réalisateurs différents dans le monde pour faire ce film sur un monstre juif. Ça marche très bien, c'est le seul film où j'ai vraiment flippé en salle de cinéma cette année.
Et ça vaut le coup de le notifier. Voilà, j'ai eu peur. Voilà, moi j'ai eu peur. Voilà, c'est tout. J'ai flippé ma race. Voilà, c'est tout. 10e position de ce top, Adoration de Fabrice Duwels. Vous avez dû faire un sacré voyage tous les deux, non? Vous êtes qui? Je m'appelle Duncan. What is this? Is er daar gebeurd? Waarom waren jullie daar? J'aime pas ces gens, ils cachent quelque chose. Tu sais que ces oiseaux, ils vivent en couple jusqu'à la fin. Ils ne se séparent jamais. Ouais! Tu devrais téléphoner à ta mère. Elle a que toi, ta maman. Je te revois maman. Je lui dis que t'es malade. Tu le crois? Tu me quitteras jamais? Non, jamais. Alors je t'aimerai toujours. Qui a fait un four au box-office. Ça n'a pas marché et je comprends pas parce que c'est un mélange de cinéma de genre, tout comme sait le faire Fabrice Duwels, qui fonctionne chez moi. C'est une belle romance entre une enfant handicapé, un peu psychologiquement instable et un enfant naïf. Le tout dans un environnement assez malsain et beau à la fois. Comment décrire ce film? C'est un film instable. Et j'aime beaucoup ça, c'est pas un film qui va suivre une ligne droite. Non, c'est un film qui va suivre une ligne un peu pentue, très mal formée. Et cette ligne mal formée, on a envie de la prendre dans nos bras et dire « T'inquiète pas, un jour tu seras droite ». Voilà, c'est le genre de truc que je ressens avec cette adoration, et cette métaphore n'avait aucun sens. Mais je pense que vous avez compris. C'est un film qui ne trace pas sa route, qui prend des routes très différentes et tout en restant sur la même ligne. C'est une sorte d'exploration temporelle d'une relation entre deux amis. Pareil, c'est pas un film parfait, c'est un film assez imparfait, mais cette imperfection résume la relation entre les deux personnages principaux, et c'était beau, et j'ai beaucoup aimé, mais je comprends qu'on puisse aussi rester à côté. N'hésitez pas à l'encourager, à soutenir le film en achetant l'édition physique, que je n'ai encore pas reçu et pas commandé, mais ce qui va bientôt être le cas. Et sinon, meilleur rôle depuis longtemps pour Benoît Poelvoorde dans un film, alors qu'il apparaît 15 minutes, mais Benoît Poelvoorde, excellentissime. 9e film de ce top, La fille au bracelet. Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux? Oui. Et vous constatez comme moi qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge? Je sais pas. Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime. Que savons-nous des adolescents de 16 ans? Que savons-nous de leurs amitiés? De leurs amours? De Stéphane Demoustier, qui est un film de tribunal de procès que j'ai trouvé excellent, du début jusqu'à la fin. C'est un film qui te prend directement toi en tant que spectateur et te met en tant que juge, et ce, même avec la résolution finale, qui te laisse sans réponse sur est-ce que Melissa Gears, qui est une excellente actrice dans le film, est coupable ou non. Et c'est à toi de te faire ta propre idée, c'est à toi de faire le propre jugement avec les preuves qu'on t'a mis devant toi. C'était formidable. J'ai hâte de le revoir parce que j'ai reçu cette édition Blu-ray il n'y a pas longtemps. Le film a eu une sortie Blu-ray, donc n'hésitez pas à aller la voir et à l'acheter, parce que c'est rare que ce genre de petit film a une sortie Blu-ray, et ça je suis très content, merci le pack. Franchement, c'est un de mes films préférés de l'année, et ça va un jour devenir un de mes films de chevet. Il faut que je le revoie, j'en ai encore des excellents souvenirs, et je me rappelle presque des 1h30 de film, tant le film m'a marqué dans cette séance en salle. Voyez-le, voyez-le. 8e position, First Love, le dernier Yakuza. Film de Takeshi Miike, j'en parlerai pas longtemps aussi dans ce top parce que j'en ai fait une longue vidéo qui a eu beaucoup de vues, etc. Ça a plutôt bien marché, alors que je parlais de Takeshi Miike, c'est quand même un comble. C'est comme l'année dernière, j'ai parlé de Sonotion dans une vidéo pour parler de The Forest of Love. La vidéo a cartonné. Je suis sûr que je ferai une vidéo sur Danny Boone, ça marcherait pas autant. First Love, le dernier Yakuza, c'est un mélange de genres que j'ai beaucoup apprécié entre la comédie, le film d'action, le film absurde, le dessin animé, enfin bref, ça part dans plein de tripes, ça part dans plein de choses. Pour moi, ça a été un visionnage
très ludique. Des imperfections, c'est du Takashi Miike de toute façon, donc Takashi Miike, il y a des imperfections même dans Audition, enfin bref, c'est assez dingue. Le mec arrive à te mettre des fautes de goût dans un film qui est excellent. Mais First Love, il y a des fautes de goût, et il y a également des excellentes idées, et en fait, tu te souviens de que des excellentes idées. Il y a une scène où il y a des deux personnages principaux, une petite relation entre les deux personnages principaux qui est très attachante, qui vont finir par s'enfuir d'un parking sur plusieurs étages. Et quand ils vont s'enfuir, ça va partir en course-poursuite en dessin animé pour ensuite revenir dans une partie live. Tu comprends pourquoi il a fait ça, parce qu'il n'y avait pas le budget pour faire la course-poursuite, il n'y avait pas assez de décors, il n'y avait pas assez de bagnoles, il n'y avait pas assez d'argent. Du coup, il s'est dit, bah tiens, on va faire ça en dessin animé, et ça colle parfaitement avec le délire. Il y a tout plein de sketchs avec un cocaïnomane, c'est à mourir de rire. Enfin bref, pour moi, First Love, c'est mon divertissement de l'année, c'est mon blockbuster à moi, c'est mon Avengers à moi, enfin bref, c'est... Et pourtant, c'était peine perdue, parce que j'avais à côté un pote qui avait mal mangé son couscous, et donc du coup, bah, il n'était pas à son aise, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va passer à la 7ème position. 7ème position, Exit Cutterhead. I don't know. Adrian! Did you see something, anything? Are we gonna die here? De Rasmus Klosterbro. J'ai vu des gens mettre dans leur flop en disant que c'était un huis clos comme on en a vu 50 000 depuis la naissance du cinéma. Alors pour moi, je trouve que c'est tout l'inverse. C'est un huis clos qui essaye de beaucoup changer. Certes, il y a une certaine écriture redondante qui peut survenir dans les 30-40 premières minutes, mais après, on part dans un truc totalement autre, jusqu'à un climax qui va faire une frontière entre le fantastique et le réel assez dingue, et tout en ayant des messages sur la collectivité, sur l'humanité, qui moi m'ont beaucoup touché et qui m'ont beaucoup plu. Il y a un suspense haletant, il y a justement le fait que ça soit danois et que ça se passe à 50 000 mètres sous-sol pendant la construction d'une sorte de train souterrain. Ça a été une séance de cinéma assez remarquable, notamment par le fait que le Dolby, le 7 points, le 12 points qui était autour de moi, me claquait les oreilles, et j'aimais beaucoup. Enfin, tout ce qui était acouphène, etc., personnalisé selon l'endroit où se trouve le personnage, machin, bon, ça m'a beaucoup pris. Il y a eu la même chose pour Son of Metal, qui est dans mes mentions honorables et qui a failli avoir une place dans ce classement. C'est le genre de film qu'on n'aurait jamais eu en salle de cinéma si on avait eu une année normale. C'est le genre de film qu'on aurait trouvé directement en Blu-ray DVD par Metropolitan Film, j'en sais rien, dans les bacs de la Fnac, sans avoir de com, sans rien à voir. C'est un film direct VOD qu'on aurait eu, sauf que là on a découvert le cinéma, on l'a vu dans le format auquel il a été filmé, et c'était fabuleux, c'était fantastique, c'était une expérience de cinéma qui va me rester en tête, tellement c'était immersif as fuck. Exit, je vous le recommande, c'était vraiment super. 6ème position, l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il y a eu un documentaire sur Gaspard Noé qui lui est consacré, et une vidéo critique de Lux Aeterna, parce qu'on va parler en 6ème position de Lux Aeterna de Gaspard Noé. Si vous voulez savoir tout ce que je pense du cinéaste, allez voir le documentaire, hommage, tout ce que j'ai fait, ça dure 1 heure, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez savoir ce que je pense de Lux Aeterna, n'hésitez pas à aller voir la critique. Voilà, mais sinon c'était super, c'était vraiment super. 5ème position, Wendy de Ben Zetlin. Tell her I miss her and I love her. Beware, children. You can leave yourself behind. You won't even know when it happened. This is where lost boys go when they're really lost. All children grow up. But some, the wild ones, the ones with a light in their eye, escape.
Alors, Wendy de Benzettin, ça a été un film que j'ai découvert pendant le premier confinement de manière pas très légale, mais avec une honnêteté que je me dois de vous dire ça. De toute façon, si je l'aurais pas vu là, j'aurais dû aller le voir à Deauville, parce qu'il était projeté aussi à Deauville, sauf que j'aurais loupé le ADN de Maïwen. Il me semble que c'était ça. Du coup, j'ai bien fait de le voir avant. Et du coup, le Wendy de Benzettin, c'était pour moi une ode à l'enfance. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un grand enfant. J'aime beaucoup regarder des films quand j'étais gamin. J'aime beaucoup regarder les aventures de Scooby-Doo. Pour les plus médisants d'entre vous, je regarde encore du catch. Donc, est-ce que je suis un grand enfant ou est-ce que je suis mature pour comprendre le sport? Mon personnage préféré, quand j'étais enfant et encore maintenant, c'est Peter Pan. Et j'adore Peter Pan, j'adore l'adaptation Pan avec Hugh Jackman, j'adore le Peter Pan de 2003 avec le blond chevelu. C'est un personnage qui me marque et auquel rien qu'une adaptation sur le personnage peut me faire aimer une œuvre rien que par l'idée. Après, si c'est mal exploité, je pense que j'aurai l'objectivité et l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est mauvais, quoi. Mais ce Wendy de Benzettin m'a totalement pris à contre-courant. Je trouve que le film ne prend pas les spectateurs par la main. Il nous laisse galérer pour entrer dans son œuvre, de par une réalisation qui est très proche des personnages, avec une caméra tremblante, etc., qui peut être désagréable au début, mais qui s'avère être totalement cohérente avec le propos à la fin. Et c'est une sorte de mini-société entre enfants qui va se créer sur une île déserte, avec une réinterprétation de la légende et de l'univers de Peter Pan, très intelligente et très bien écrite, avec une BO, si ce n'est pas la meilleure BO de l'année. Enfin, la BO de Wendy est fabuleuse. Enfin, à elle seule, elle aurait pu faire un excellent film, quoi. Et le tout sonne comme complètement cohérent, et je suis très déçu qu'il ne soit pas sorti au cinéma en cette fin d'année, parce que je pense que c'est, comme le disait l'affiche, c'était le conte parfait pour Noël. Tout en ayant une certaine violence intrinsèque à la meilleure du film, hein. C'est pas un film pour enfants. Oui, c'est un film qui a sustenter l'adulte qui est en moi, et qui l'a pas pris par la main, mais qui l'a laissé savourer comme un enfant. Bref, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un article sur C'est quoi le cinéma, donc n'hésitez pas à aller le lire. 4e position, Waves de Trey Edward Schultz. Knows I've held on to way too much hate in my life. But all we have is now. All we have is now. Alors Trey Edward Schultz, c'est celui qui avait fait It Goes at Night, qui était un excellent film d'horreur à 24, etc. Et il est revenu cette année avec un tout autre genre, un drame, ça s'appelle Waves, et c'était excellent. Je suis parti avec des amis aller le voir, leur faire découvrir le film, parce que je sentais au niveau de la bande-annonce, au niveau de l'histoire que ça racontait, etc., que ça allait être une histoire qui allait beaucoup me toucher et qui allait plaire justement à ses amis en question. Au final, ça a été la bonne pioche, le bon film, au bon moment. C'est un film qui nous prend à contre-courant à la moitié du film, parce qu'on va changer de personnage principal, pour X ou X raisons, vous allez connaître en regardant le film. C'est un film qui est d'une beauté visuelle excellente, avec de la machinerie et des mouvements de caméra qui m'ont vraiment tourmenté et beaucoup plu. Tout ça pour ce que je me dise un peu plus tard dans l'année, en fait, Waves, c'est le film Euphoria. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a vraiment pris. Donc j'ai pas envie de vous en dire plus, parce que j'ai une vidéo qui est consacrée sur mon amour pour Euphoria qui est sur la chaîne. N'hésitez pas à la trouver. Mais je suis pas très fier, parce que c'était un truc qui m'a beaucoup plu à faire sur l'instant, mais finalement quand j'y réfléchi, il n'y a pas beaucoup de travail derrière. Mais si vous aimez Euphoria, vous allez aimer Waves, parce que pour moi c'est le film Euphoria, et c'est tout. C'est un rapprochement que je me suis fait dans l'année, et c'est vrai que si vous aimez Euphoria, regardez Waves. C'est le film Euphoria avec d'autres personnages. Et c'est fabuleux, c'est fantastique. Et la musique est superbe aussi. En 3e position, Bodze Cialo de Jan Komasa. En français, c'est La Communion. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Pani Lidia to co nieco mi już księdzu opowiadała. Tak? Po co wszystko rozpierdalasz, co? Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrzy? W skreślaniu. Wskazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać.
Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. Ça, c'est un import polonais parce que je ne sais pas ce que va devenir le film en format physique en France. Et comme j'aime pas attendre, bah, je l'ai pris en Pologne directement. C'est un film polonais qui raconte l'histoire d'un prisonnier qui va s'échapper ou partir, enfin bref, et qui va se faire passer pour un prêtre dans le village d'à côté pour passer inaperçu, et sauf qu'il va se voir envoûté et possédé par cet emploi fictif qu'il s'est donné. La communion, c'est typiquement le genre de film, tu t'installes sur ton siège, tu vois une putain d'histoire en face de l'écran, et à la fin tu t'en souviens et t'apprécies ton moment. C'est typiquement ce genre de film là. Vous savez, c'est le genre de film que vos parents ils vont se mettre sur TF1, ouais, on va pas dire TF1, on va dire sur Arte, à 21h, ils vont se dire bon bah on va regarder le film sur Arte parce qu'il n'y a rien d'autre à la télé, ils vont s'asseoir, au bout de 10 minutes ils vont être pris, ils vont pas voir le temps passer, et à la fin ils vont dire ah c'est déjà fini, ah bah putain, c'était une putain d'histoire, j'ai adoré. Et c'est typiquement ce genre de film là, tu peux emmener, je pense que tout le monde verra ce film, va passer un putain de moment devant, tant c'est bien écrit, tant c'est rythmé, tant c'est rapide, tant l'acteur principal nous porte, tant la réalisation est parfaite, tant l'histoire est putain intéressante, bah c'est le genre de film comme ça. Je vois pas comment je peux plus vous donner envie de voir qu'en vous disant ça, parce que c'est le genre de film, vous vous installez, au bout de 10 minutes, vous êtes pris dans l'histoire et vous avez envie de savoir la conclusion, les péripéties qui ont mis lieu, et tout ça avec une justesse incroyable. Et pour conclure, ça aurait pas été Parasite qui aurait gagné meilleur film d'étranger, bah ça aurait été celui-là pour moi, parce que Parasite à côté, il y a beaucoup plus de complications derrière, alors que celui-là, pouah. Deuxième position, Drunk de Thomas Vinterberg. Er I fuld? Nej, det er vi ikke. Hvorfor klør det for båndene, som har hent? Jeg blev lidt fuld i går. Jeg har hele tiden synes det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er over grænsen. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, vi skal vide noget om. En fait, Drunk, c'est typiquement le genre de film qui est sorti au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que les gens, ils ont passé une année sans faire la fête, sans vraiment voir, sans faire de grandes parties, sans forcément consommer d'alcool. Moi, par exemple, j'ai consommé moins d'alcool cette année que les autres années, parce qu'on a moins fait de fêtes, on est moins sortis au bar, etc. Donc du coup, les gens, ça a directement résonné chez eux en disant, bah putain, ça nous manque, ça nous prend. C'est comme si, en fait, tu prenais Projet X et tu le sortais maintenant au cinéma. Je pense que les gens auraient beaucoup plus apprécié Projet X qu'à l'époque. Bien que Drunk soit complètement, largement mieux que Projet X. Hein. C'est juste que le fait, bah, le film, il est sorti au moment propice. Et hormis ça, Thomas Vinterberg arrive à filmer avec beaucoup de sincérité, un Mads Mikkelsen qui est excellent, et toute cette bande de potes, elle sonne comme si sincère, si véritable, et le tout bah, résonne comme un visionnage imprégnant, un visionnage sympathique, et même un très bon revisionnage, parce que je l'ai vu 3 fois, je l'ai vu 2 fois au cinéma, et 1 fois chez moi il y a quelques jours, et c'est vrai que bah, on s'en lasse pas, et beaucoup de personnes diront oui, mais ça fait l'apologie de l'alcool, peut-être, ça balance un message qui est normal, enfin, c'est pas... Fumer tue, bah oui, bah c'est ça. L'alcool rend fou, bah c'est ça. Certes, mais c'est tellement sincère, c'est tellement véritable, c'est tellement filmé avec une envie particulière, c'est tellement filmé avec passion que finalement ça se ressort vers le spectateur et ça passionne le spectateur également. J'ai un mot à dire sur la fin, je trouve que la fin est beaucoup trop surcotée par contre, dans le sens où bah, beaucoup prennent cette fin comme un symbole de jouissance, de plaisir, de joie, alors que pour moi c'est une fin triste, douce, amère. C'est une fin qui me rend pas joyeux, enfin c'est une fin qui me rend... Je dis ah tiens c'est beau, mais c'est triste. Et je trouve qu'on ne prend pas la fin comme on devrait le prendre. Je pense que c'est Thomas Vinterberg, il essaie vraiment de mettre un message assez pessimiste avec cette fin, avec toute cette histoire de SMS avec sa femme, mais on dirait quand même que c'est l'alcool qui le rappelle. Enfin il y a quelque chose de très métaphorisé dans cette fin qui, je pense, n'a pas été comprise par beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à vous refaire peut-être une idée sur cette fin et arrêtez de la partager à outrance sur les réseaux sociaux, parce que pour moi c'est pas une fin heureuse et c'est pas une fin qu'on devrait partager, parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas vu Drunk, ils n'ont peut-être pas encore découvert, et dévoiler cette fin au grand public et à chaque fois le mettre sur les réseaux sociaux et machin, je trouve que c'est
dommageable pour l'œuvre, et en même temps c'est dommageable pour le spectateur, parce qu'il va pas pouvoir se faire une propre idée. C'est rentrer en fait une idée qu'on se fait personnellement en tête, à d'autres personnes qui auraient peut-être vu ça différemment s'ils ne l'auraient pas vu avant. À force de dire tenez, ça c'est joyeux, ça c'est bien, et de le crier sur tous les toits, avant même que le film soit vraiment si populaire, et avant même que le film soit exploité jusqu'à son maximum, je trouve que c'est un peu rentrer des idées dans la tête de gens qui se seraient fait peut-être d'autres idées, donc ça c'est un petit peu dommage. Et pour moi c'est une fin triste, et vous ça peut être une fin heureuse, mais je pense que Thomas Vinterberg a voulu faire une fin plutôt triste au vu de la balance que prend le long métrage à la moitié du film. C'est le film qui marquera certainement cette année 2020, dans la tête du grand public, pas pour la mienne, parce qu'il y a le numéro 1. Sauf qu'avant de passer au numéro 1, quelques mentions honorables. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un top 20, donc il y en a quelques-uns, c'est des bons films que je vous recommande, et que vous devez voir, peut-être, sûrement. Il y a Sound of Metal, qui va sortir en 2021, donc franchement foncez, c'est vraiment génial. Scandale, que j'ai beaucoup aimé. The Hunt, Balle perdue, Benny, Antoinette dans les Cévennes, À cœur battant, et Un pays qui se tient sage. Alors ça, c'est des films que je vous recommande. Pour moi, c'est qualité plus plus. Ça m'a pas autant marqué pour que je le mette dans le top. Ou alors, ça n'a pas eu le temps de fleurir assez dans mon esprit pour que ça rentre dans le top. Mais c'est des films qui vont bientôt arriver derrière, tellement ils m'ont pris aux tripes et tellement c'était bien. Bref, là je suis content de vous parler et de prendre 2-3 minutes pour vous en parler parce que j'ai presque plus de batterie, ça c'est bien dommage, parce que sinon j'aurais fait une grosse vidéo et je pense qu'un jour j'en parlerai dans quelques mois, quelques années de ce film en vidéo. La dernière vie de Simon, de Léo Carman. Tu m'emmènes où? C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. J'avais jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non? Je t'ai suivi depuis le café. Transforme-toi. Transforme-toi! Arrête! Mais tu pensais quoi? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie? C'était un accident. Thomas! Je t'aime. Peu importe à quoi tu ressembles. C'est, je pense, le film que j'ai plus revu cette année. C'est un film que j'ai dû voir 6-7 fois. À chaque fois que j'ai l'occasion de le remater et à chaque fois que j'ai envie de m'évader, je le remets. Pour moi, c'est le film parfait de cette année. C'est le film que je défendrai corps et âme. C'est pour moi le grand coup de maître du cinéma français depuis très longtemps. Je ne sais pas comment vous en parler en si peu de temps. C'est un hommage à le cinéma de Spielberg avec toute la beauté qu'on peut faire, toute la beauté naïve et infantine qu'on peut nous transmettre. C'est une sorte d'histoire de Peter Pan introduit dans une histoire thriller policier, tout en étant un drame humain et une décadence psychologique chez ces personnages. Enfin, il y a une beauté. Faites voir ça à vos enfants de 10, 11, 12 ans, parce que même s'il y a un message ultra mature derrière, c'est un film qui vous emportera peu importe votre âge. Voilà, je trouve ça trop beau, trop mignon, et en même temps d'une dureté assez puissante. C'est un film que je trouve beau et qui va certainement rentrer dans mon top 100 d'ici quelques jours, quelques mois, si ce n'est pas déjà le cas. Je le recommande à n'importe qui me parle de cinéma. Voilà, pour moi, ça c'est la définition du cinéma. C'est la définition d'avoir de l'ambition, la définition de vouloir proposer quelque chose de neuf, et la définition d'essayer de révolutionner un cinéma. Et j'espère que ce film-là l'inspirera d'autres, parce que moi, il m'a inspiré et j'ai envie de faire des films comme lui. Léo Carman, si vous vous intéressez et si vous avez aimé La dernière vie de Simon, n'hésitez pas à vous intéresser sur ces courts-métrages qui sont disponibles sur Vimeo, sur YouTube, etc., sur Internet. N'hésitez pas. C'est pour moi un gars qui a beaucoup d'idées et qui a besoin d'une occasion de s'exprimer, et il s'est déjà très bien exprimé avec La dernière vie de Simon. Et j'espère qu'il va s'exprimer encore plus loin, encore plus
plus fort dans ses prochains films parce qu'on sent qu'il y a encore de la réserve derrière et on sent qu'il y a des choses à raconter. Je ne peux pas passer sans dire un mot sur Benjamin Voisin qui est extraordinaire dans ce film, tout comme il est extraordinaire dans l'été 85, tout comme il est extraordinaire dans Un vrai bonhomme. Voilà, pour moi, si je dois décerner une palme du meilleur acteur-actrice de cette année, c'est Benjamin Voisin et ça restera lui pour cette année 2020. Voilà, et si Léo Carman, tu es quelque part et que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur YouTube, en privé, machin. J'aimerais beaucoup te rencontrer, histoire que j'en parle. Je parle de ton film et j'en fasse une grosse analyse, comme j'ai pu faire avec Gaspard Noé, de ta filmographie, etc. Tu es quelqu'un qui m'intrigue beaucoup et j'ai envie d'en connaître plus sur toi et de savoir ce que tu feras plus tard, etc. Je vous admire beaucoup. Voilà, ça c'était mon petit message personnel pour Léo Carman. Et j'espère que ce top vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire ou à dire ce que vous avez pensé du top et de ce que vous avez pensé des films présents, de ceux que vous avez vus. J'ai essayé de mettre le plus de films sortis en salle dans ce top, même si on peut pas passer aux côtés des excellents films qui sortent en SVOD. Hein. C'est pour ça qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais sinon, voilà. Vivement que les cinémas réouvrent. 2021, j'espère qu'il y aura un retour à la normale. Mais tout ça, on en reparlera dans le bilan de fin d'année. Le bilan, il sortira un peu plus tard que les top flops. Hein. Laissez-moi le temps de digérer cette longue séance de tournage. Sur ce, prenez soin de vous. Encore mes meilleurs vœux pour 2021 et meilleurs vœux à l'humanité. Hein. On va voir si elle va tenir. Et on se retrouve très prochainement pour de nombreux autres projets. Sur ce, n'hésitez pas à voir mes projets précédents. Et voilà, on prie pour une constante évolution, on prie pour une évolution de la chaîne. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir. Ciao tout le monde, c'était Luan. Peace!